Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'heure du débat. Nous sommes en direct en plein cœur du Salon de l'Agriculture. Aujourd'hui, nous parlons de la prévention du mal-être dans le monde agricole, mais également de la santé mentale, grande cause nationale. Professeur Franck Bellivier, vous êtes délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie. Angèle Malatre-Lansac, vous êtes délégué général de l'Alliance pour la santé mentale. Bonjour. Arnaud Simion, vous êtes député de la Haute-Garonne. Olivier Damézin, vous êtes coordinateur du plan interministériel de lutte contre le mal-être agricole. Et Isabelle Ouedraogo, vous êtes coprésidente du comité d'action et sociale et administratrice de la MSA Berry-Touraine. Un grand merci à toutes et à tous d'être présents pour ces échanges. Professeur Franck Bellivier, question large au début, mais pour bien planter les corps, c'est quoi la santé mentale? Pour bien comprendre, on a une santé mentale comme on a une santé physique, on peut en prendre soin. Et c'est une dimension qui est distincte de la question du trouble psychique. On peut avoir un trouble psychique et une bonne santé mentale, notamment quand on est rétabli dans son trouble. Et on peut avoir une mauvaise santé mentale et être indemne d'un trouble psychique quand on a à faire face à des facteurs de stress, des facteurs d'adversité. Donc finalement, c'est une dimension qui se traite, dont on prend soin, indépendamment de la question de savoir si on a un trouble mental ou pas. Si on devait faire un état des lieux de la santé mentale des Français, quel serait-il? Alors il faut prendre en compte deux dimensions, ce qui se passe en population générale et ce qui se passe en population clinique. Donc en population générale, on a vu les indicateurs de santé mentale se dégrader très nettement pendant la crise Covid. C'était une véritable épidémie dans l'épidémie. Les indicateurs d'anxiété, de dépression, de troubles du sommeil, d'idées suicidaires, de consommation addictive. Et ces indicateurs ne se corrigent pas. Alors qu'on a maintenant plusieurs années de recul, il y a quelques indicateurs qui bougent un peu, notamment sur les idées suicidaires. Mais globalement, ces indicateurs de détérioration de la santé mentale des Français restent aujourd'hui tels qu'ils étaient au moment de la crise Covid. En population clinique, il faut mentionner d'abord qu'on a affaire à des pathologies. Donc là, je parle des personnes qui ont un trouble psychique qui sont extrêmement prévalents. Sur la vie entière, c'est une personne sur 5. Et rappelez aussi que les troubles mentaux, c'est le premier poste de dépenses de l'assurance maladie. C'est plus de 23 milliards tous les ans de coûts directs. Pendant la crise Covid, on a vu également augmenter la fréquence des troubles psychiques, et plus particulièrement chez les jeunes, chez les femmes. Probablement qu'on va en reparler durant ce débat, avec notamment des situations de décompensation dépressive, décompensation anxieuse, conduite suicidaire et troubles des conduites alimentaires chez des très très jeunes qu'on voyait beaucoup moins avant et qui est un phénomène qui est apparu pendant la crise Covid. Angèle Malatre-Lansac, le fait que la santé mentale soit labellisée grande cause nationale, c'est un combat. Pour quelles raisons? Alors le sujet n'est pas nouveau, hein, le professeur Bellivier l'a bien rappelé, on a des chiffres qui sont quand même très alarmants. Une personne sur 5 qui est touchée par un trouble psychique, c'est un combat qui avait été porté déjà il y a une dizaine d'années et à ce moment-là, probablement la société n'était pas prête à parler de ce sujet-là. Aujourd'hui, avec tout un collectif d'acteurs du champ de la santé mentale, on a plus de 3000 organisations qui se sont rassemblées pour porter cette grande cause, dans l'idée de se dire, effectivement, on est tous concernés, hein, la santé mentale, on en a tous une, au même titre qu'on a une santé physique. Et donc, comment est-ce qu'on prend soin de cette dimension-là qui est extrêmement importante? La grande cause nationale, c'est quelque part reconnaître cette dimension-là, reconnaître aussi l'urgence de la situation, parce qu'effectivement, beaucoup de personnes concernées, des grandes difficultés d'accès aux soins, et puis un tabou, une honte extrêmement forte sur le sujet, parce que c'est assimilé à de la faiblesse, parfois à de la folie, à de la violence. Donc il faut vraiment essayer de changer le regard là-dessus, et puis aussi de se dire, en fait, quelque part, c'est un sujet très large qui concerne toutes les sphères de la société et c'est pas juste un sujet psychiatrique. Et d'ailleurs, la psychiatrie, elle ne peut pas et elle ne doit pas répondre à l'ensemble de la problématique. Donc voilà, cette grande cause nationale, c'est de se dire, on agit sur toutes les sphères, à l'école, à l'université, dans le monde du travail, évidemment dans la santé, dans la culture, pour les jeunes, etc. Donc il faut vraiment avoir une dimension très large, avec 4 enjeux très forts. Mieux informer la population, qu'est-ce que sont les troubles, quelles sont les ressources, qu'est-ce que je peux faire si jamais j'ai un problème moi ou que je vois un proche qui n'est pas bien, comment je préviens. Donc là, ça parle beaucoup de l'enjeu de la détection, des comportements favorables, des comportements à risque. Il faut quand même comprendre ce qu'on peut faire à titre individuel et collectif pour agir sur la santé mentale, déstigmatiser, évidemment, changer le regard et puis enfin favoriser l'accès aux soins. C'est un enjeu absolument essentiel sur ce sujet-là. Olivier Damézin, le monde agricole fait figure de précurseur dans la prévention. D'ailleurs, on disait mal-être. On est parti du suicide. Mal-être, c'est pas anodin, ce mot. Quelles ont été les difficultés au départ et finalement aujourd'hui, quelles sont vos priorités?
Alors, les difficultés au départ, déjà bonjour à tous, hein, et merci de l'invitation. Donc les difficultés de départ, c'était vraiment un sujet tabou. Juste avant de démarrer l'émission, j'ai croisé Édouard Bergeon, hein. Je ne sais pas s'il est encore là, non, je crois qu'il est parti. Donc Édouard Bergeon, c'est le réalisateur du film Au nom de la Terre avec dans le rôle principal Guillaume Canet. Hein. Donc il y a l'histoire d'un agriculteur qui se suicide, malheureusement l'histoire de son papa. Il a fait un film qui a vraiment brisé les tabous. Et parce que moi, à l'époque, en tant que parlementaire, j'essayais de tirer la sirène d'alarme, qu'on prenne vraiment en compte cette difficulté. Ce qui était le cas déjà, hein, ils n'ont pas attendu après moi pour travailler sur le sujet, notamment au sein de la MSA. Mais par contre, il y avait vraiment un sujet tabou. Il fallait, on en parlait, mais bon, moins on en parle, mieux c'est. C'est pas le professeur qui va me contredire que je pense qu'il faut en parler intelligemment, mais il ne faut pas avoir peur d'en parler, ce qu'on vient de faire cet après-midi, et ce qu'on fait tous les jours, hein, nous on parle de ce sujet-là. Donc les difficultés qu'on a eues, c'était comme le dit Madame Malat, c'était que il y en a qui disent si on a des problèmes de santé mentale, c'est qu'on est fou. Oui. Et dans l'agriculture, c'était peut-être encore plus que dans d'autres professions. Et le qu'en dira-t-on dans la campagne, la peur d'être mal vu, la peur de passer pour quelqu'un qui est faible, effectivement. Je pense que le terme, il ne faut pas en peur de l'employer. Mais tout ça, c'était avant, je dirais. Ça, c'était avant le film, avant les rapports. Parce que moi, j'ai fait un rapport en tant que député, mais il y a aussi des sénateurs qui ont fait un rapport. Il y a aussi des associations qui travaillent énormément sur le sujet. Il y avait aussi, je n'oublie pas, Patrick Morin, qui était un marcheur de l'espoir. Il a fait plus de 5000 km, je crois, de mémoire en tout. Il allait de ferme en ferme faire un livret qu'il a rendu au président de la République pour lui expliquer le mal-être des agriculteurs. Donc tout ça mis à bout à bout, le travail bien sûr que fait la MSA, Solidarité Paysans, le réseau Réagir des chambres d'agriculture et autres, tout le monde s'est mis autour d'une table, tout le monde travaille ensemble avec les services de l'État bien sûr, pour aider les agriculteurs qui sont dans cette difficulté-là. Mais ça va tellement vite. Moi, mon rapport qui a 5 ans, je dirais qu'il est quasiment obsolète parce que déjà, heureusement, il y a beaucoup de choses qui ont été faites et qui sont en train d'être faites. Mais je me souviens d'être allé en Saône-et-Loire en 2020 pendant le rapport. J'y suis retourné au tout début où j'étais coordinateur, donc ça fait 2 ans. Et il y avait des problématiques qui n'existaient pas en 2020, qui en 2022 étaient terribles pour eux sur place à ce moment-là. C'est-à-dire la gestion de l'eau, parce qu'ils sortaient de grandes sécheresses. Bien sûr. En 2024, c'est l'inverse, vous voyez, ils avaient trop d'eau. Et par contre, la prédation, un vrai sujet pour les éleveurs, la prédation qui subit un mal-être énorme. Et je vous dis, en 2020, ça n'existait pas en Saône-et-Loire. Je veux prendre l'exemple de la Saône-et-Loire, pas par hasard non plus. En Saône-et-Loire, 9 suicides en 5 semaines. En 2018-2019. Donc voilà, tout ça, ça a été mis en place. Bon, je ne veux pas trop monopoliser la parole, mais je veux dire, on a vraiment réussi, toutes les personnes qui sont là et toutes les associations et autres, à se mettre autour d'une table et à se dire, on y va. Et bien sûr, la MSA est notre moteur, on va dire. Hein. Franck Bellivier, ça va être un enjeu de mettre tout le monde autour de la table pour cette grande cause nationale ? Dans le prolongement de ce qui vient de ce que Angèle Malâtre a dit, notre mantra au ministère de la Santé, c'est politique de santé mentale dans toutes les politiques. Alors pourquoi c'est si important ? Eh bien, parce que les déterminants de la santé mentale sont pas du tout que au ministère de la Santé. Pour agir sur la santé mentale d'une population, il faut agir sur l'exposition aux violences, sur les addictions, sur le niveau socio-économique, la lutte contre la précarité. Le logement, c'est un déterminant très important de la santé mentale d'une population, mais également la formation, l'accès au travail, l'accès au sport, l'accès à la culture. Donc on voit bien qu'une politique de santé mentale, elle doit mobiliser un ensemble très vaste d'administrations, de décideurs politiques et d'acteurs au niveau local. Je reviens sur les enjeux, 4 enjeux importants. Le premier, j'ai vraiment l'impression que c'est d'abord la communication et la déstigmatisation. Alors, dans le cadre de la grande cause, vous voulez dire oui, bien sûr, et les axes de cette grande cause ont été donnés par Angèle Malâtre. Et d'ailleurs, c'est important de rappeler que ce programme porté par les acteurs de la société civile en vue de la grande cause a été préparé très en amont et aujourd'hui, ils sont prêts. Donc ça, c'est le volet, je dirais, porté par le collectif, la société civile. Et puis, il y a le volet gouvernemental qui, lui, est en train d'être mis au point. Et le volet gouvernemental, ça va être effectivement de capitaliser sur cette feuille de route santé mentale et psychiatrie qui se déploie depuis 2018, qui conduit des actions extrêmement importantes, certaines très restructurantes,
avec comme au-delà de la seule information, déstigmatisation, prévention précoce, enfin repérage précoce, des enjeux sur l'accès aux soins, sur la poursuite de la modernisation de l'offre de soins, qui aujourd'hui est assez hétérogène. On n'est pas soigné pareil à 2 points du territoire et le système est peu lisible du point de vue des patients, du point de vue des familles, mais aussi du point de vue des professionnels. Donc il faut qu'on poursuive ces efforts de standardisation de la prise en charge dans le champ sanitaire. Isabelle Ouedraogo, quels dispositifs sont mis en place par la MSA? Il y en a énormément, mais je crois que vous avez quelques-uns. Je vous remercie de vos propos parce qu'ils font vraiment écho à ce que fait la MSA. La MSA, elle est à la fois, elle s'occupe à la fois de la santé, du bien-être, de l'accès au logement, des conditions de travail. Et nos actions, elles sont autant dans le domaine social que dans le domaine de la santé. Depuis 2012, on a su créer, parce qu'on avait des données chiffrées sur le mal-être en agriculture, on a conçu un accompagnement particulier en direction à la fois des agriculteurs et des populations de salariés. On a mis en place une cellule d'écoute qui s'appelle Agri-Écoute. Alors là, je vous montre une petite magnette qui est distribuée un petit peu partout dans toute la France et qui permet vraiment de faire de la sensibilisation. On la laisse et quand les personnes en ont besoin, elles l'utilisent. Donc Agri-Écoute qui rencontre un grand succès. Agri-Écoute qui est une cellule avec des psychologues qui après vont réorienter vers la MSA, vers le service social de la MSA, vers le service de santé au travail, vers toutes ces données, tous ces points d'ancrage pour lesquels la MSA peut intervenir en fait. Voilà. On a permis aussi de mettre en place des moments de répit pour les personnes qui étaient en mal-être, l'aide au répit, permettre une parenthèse dans une situation où la personne n'est pas bien et a besoin de prendre du recul par rapport à sa situation quotidienne. Donc c'est un répit qui est accompagné par la MSA et qui permet après que la personne puisse réintégrer son lieu de travail. Alors ça peut être l'agriculteur, ça peut être le salarié, dans les meilleures conditions. Le travail, les difficultés sont toujours là, mais on les appréhende de façon différente. Monsieur le député, cette question du mal-être en agriculture, vous en êtes aussi emparé. Le 20 février dernier, vous avez organisé un colloque sur cette question du mal-être. Vous êtes un homme de terrain. Vous aviez d'ores et déjà, j'imagine, idée des irritants qui pouvaient venir poser problème et les urgences. Mais est-ce que vous avez eu un rapport d'étonnement et si oui, lequel? Bonjour à toutes et à tous, merci de l'invitation. Je vais vous expliquer mes étonnements, d'autant plus que je ne suis pas du sérail. Je suis un élu urbain, élu député en juillet dernier, sur un territoire très divers, à la fois très urbain, périurbain et rural. Et donc, d'où mon intérêt pour l'agriculture et les agriculteurs, et également le fait que mes grands-parents paternels étaient des petits exploitants agricoles du sud-ouest. On parle de santé mentale qui a été érigée comme priorité nationale en 2025. Moi, je souhaite simplement, comme élu, qu'elle soit une priorité en 2026, en 2027 et les années suivantes. Parce que vous l'avez dit, un Français sur 5 est concerné. C'est un problème qui nous dépasse toutes et tous. Et on travaille beaucoup à l'Assemblée sur ces questions, sur l'urgence psychiatrique et également la pédopsychiatrie qui était une problématique. Alors, les rapports d'étonnement. Effectivement, j'ai organisé ce colloque le 20 février dernier. M. Damazin était présent. Nonobstant le fait que la MSA ait été la première à réellement traiter ces questions du suicide chez les agricultrices et agriculteurs, qui est le stade ultime de leur état de santé mentale, étant entendu qu'il y a aussi de l'anxiété, de la solitude, de l'isolement. Il a fallu quand même attendre un film magnifique d'Édouard Bergeon, Au nom de la terre, pour que réellement entre dans le débat public cette question du suicide et de la santé mentale des agricultrices et des agriculteurs. Et à la suite de ce film, Olivier l'a dit, il y a eu son rapport en 2020, il y a eu le rapport également en 2021 de mon collègue Henri Cabanel, qui a permis des préconisations. On a parlé d'agri-écoute. Le deuxième rapport d'étonnement, c'est que finalement l'ensemble des causes qui affectent la santé mentale de cette profession est
incroyablement nombreuses et multifactorielles. Et imagine-t-on une profession plus anxiogène que celui d'être agricultrice et agriculteur. On en parle beaucoup. Et hélas, la loi récemment votée ne règle pas la question. Mais le revenu agricole est une question. L'endettement, la question du nombre d'heures de travail. Je me rappelle de cette réflexion de Camille Borin, de ce livre qu'elle a écrit, Veuve à 24 ans. En agriculture, il n'y a pas de RTT. Il y a renoue ton tablier. C'est ça. Pas de repos, pas de vacances. Le sentiment d'isolement, la question de la transmission également, la question liée aux complexités administratives, les mutations écologiques maintenant. Bon, bref, la profession agricole est soumise à une série de facteurs qui forcément rendent cette profession plus difficile et plus enclin à avoir des problématiques. Le troisième rapport d'étonnement, c'est la mobilisation qui existe quand même de l'ensemble des actrices et des acteurs. C'est quand même incroyable de voir la MSA, on l'a dit, les fédérations d'éducation populaire, je pense à Solidarité Paysan, qui a été créée en 92 et finalement qui a été créée pour régler des accès aux droits et des problèmes psychosociaux et qui prend une part déterminante dans l'accompagnement des agriculteurs et des agricultrices. Également forcément l'ensemble des chambres, bref, l'ensemble des partenaires. Et je crois qu'il faut aller encore plus loin. Et c'est la raison de ce colloque qu'on a organisé le 20 février, qui était destiné à voir un petit peu les causes systémiques, à voir ce qui était présent pour accompagner nos agricultrices et agriculteurs, et puis également de se projeter pour voir qu'est-ce qu'il fallait faire en plus pour pouvoir mieux les accompagner. Et cette alliance de toutes et de tous est une solution, je pense. Professeur Franck Bellivier, je rebondis. Une profession sous pression qui a trouvé des solutions, un ancrage territorial, ces sentinelles, est-ce que ça peut être un modèle qu'on peut décliner au niveau national? Est-ce que ça pourrait être une idée? Mais en tout cas, ce que vous venez de décrire, et en particulier l'approche multisectorielle qui est déjà bien avancée dans le monde agricole et l'ancrage territorial, c'est tout à fait exemplaire. Et d'ailleurs, c'est une démarche que l'on décline dans les politiques de santé mentale en général, au travers des projets territoriaux de santé mentale. Et on a vu que ça avait bien marché, donner la main aux acteurs locaux pour intégrer l'ensemble des acteurs qui concourent au parcours en santé mentale. On a vu que c'est ça qui marchait. Ça a tellement bien marché, en tout cas, il reste encore pas mal de choses à faire, que nous lançons une deuxième génération de projets territoriaux de santé mentale, dont un des enjeux, dans les territoires ruraux qui concernent beaucoup le monde agricole, ça va être de l'articulation fonctionnelle entre les projets territoriaux de santé mentale et les filières qui ont été mises en place dans le monde agricole, pour qu'il y ait une bonne coopération entre ces acteurs au niveau local. Donc c'est tout à fait exemplaire et oui, on peut dire que l'un inspire l'autre. Parfait. Isabelle Ouadin-Hugo, deux publics semblent particulièrement touchés, les personnes âgées et les jeunes. Je sais que vous mettez en place des actions déjà dans les établissements. C'est important de toucher cette population. Voilà, je vais juste rappeler plus de 8000 sentinelles de formés et avec une croissance du nombre de sentinelles en 2024 de plus 23%. Avec plus de 10 000 personnes qui ont été sensibilisées. Donc effectivement, c'est une volonté assez importante du régime agricole et de ses partenaires de toucher, d'accompagner la population. Oui, on fait des actions de sensibilisation des jeunes, des seniors et des femmes parce qu'on s'est rendu compte que c'était les populations les plus touchées. Cette année, l'appel à projet Mal-être en agriculture qui est cofinancé par la MSA et par Agrica. Le groupe Agrica, avec 400 000 euros de financement, nous avons financé des projets envoyés par les caisses de MSA, accompagnés par les caisses de MSA sur l'accompagnement des jeunes dans les établissements scolaires, les jeunes et les équipes éducatives, bien évidemment, des groupes de femmes, des groupes de parole de femmes, les seniors. Et je vais juste vous parler d'un projet qui, moi, m'a vraiment
particulièrement intéressé, c'est un village sentinelle. Il y a eu un décès dans un petit village en Provence, pour la MSA Provence-Azur, et la personne sentinelle a prévenu le maire, et donc tout le village s'est dit, on va se former, on va prendre en compte la difficulté de ce monde agricole qui pourrait être qu'on côtoie tous les jours. Et les difficultés du monde agricole avaient des impacts sur l'ensemble de la population du village. Donc ça nous a semblé très intéressant de soutenir ce projet-là au cours de ce jury sur le mal-être. Autant les personnes de représentants Agrica que les représentants de la MSA, on a dit banco, on soutient ce projet-là. Donc effectivement, il y a de belles choses. Les caisses de MSA, il y a 35 caisses de MSA sur tout le territoire, expérimentent, accompagnent des projets. Et au niveau de la caisse centrale, on essaie de faire en sorte que le projet innovant sur un territoire puisse être dupliqué, modélisé sur un autre territoire. Mais c'est vraiment de la proximité qui est très importante. Angèle Malatlansac, on a parlé de la question de la détection qui est primordiale. On ne voit pas forcément, on n'est pas formé à repérer les personnes qui sont dans ce mal-être, puisque c'est un tabou et puisqu'on s'efforce beaucoup de le cacher. Un vrai sujet, la détection, et c'est un sujet qui est complexe, parce qu'effectivement, comme c'est invisible, comme c'est honteux, comme on le cache, comme souvent on s'isole, c'est extrêmement compliqué, d'où la nécessité de former, effectivement, et puis aussi l'idée de la détection, c'est vraiment comment j'interviens le plus tôt possible, et la question des jeunes, elle est hyper importante, on a 75% des troubles qui se développent avant 25 ans, donc en réalité, il faut agir le plus tôt possible. Et après, on sait que sur certaines pathologies, il va se passer 8 ans, 10 ans avant qu'on pose un diagnostic. Et pendant tout ce temps-là, il y a des drames, il y a des situations absolument humaines terribles pour la personne, pour ses proches. Donc, détecter le plus tôt possible, non pas pour transformer les personnes en professionnels de la santé mentale, mais juste pour se dire, à titre individuel, est-ce que j'ai bien compris de quoi il s'agit? Est-ce que j'ai compris que ma santé mentale, elle existe autant que j'ai une santé physique? Et aussi pour les proches, pour les personnes que je vais voir. Enfin, voilà. Donc ça passe évidemment par de l'information et des plans de formation très forts. Donc c'est vrai que cette dimension-là des sentinelles, je pense qu'elle est extrêmement intéressante. Et aujourd'hui, on a dans la société, effectivement, on en parle plus, ça passe par les films, ça passe par la culture populaire, ça passe par les sportifs qui vont parler de leur santé mentale, des artistes qui vont en parler. En fait, il faut essayer comme ça de se dire, voilà, ça arrive à tout le monde, ça arrive à des personnes qui ont des super parcours finalement, qui ont eu des troubles et qui nous montrent que on peut s'en sortir, on peut se rétablir. Je pense qu'il faut porter cette dimension-là, de se dire, on peut agir, si on se mobilise collectivement, et c'est les exemples que vous avez pris, en réalité, on peut vraiment détecter plus tôt, essayer d'agir le plus tôt possible et essayer de faire en sorte que la personne, elle s'en sorte en fait. Et donc ça, c'est des messages hyper positifs à passer. Olivier Damezin, est-ce qu'on a des trous dans la raquette et quels sont les enjeux à venir? Alors, les trous dans la raquette, on en a, oui. On en a. Il ne faut pas croire qu'on fait un travail qui est parfait. Et ça serait un long fleuve tranquille. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure en préambule, c'est que ça bouge tellement vite, mais il faut donner du temps au temps aussi pour pouvoir mettre des bases. Que ce soit les maladies de cet été et autres, ça a vraiment, par rapport au troupeau, ça a vraiment mis du mal-être chez les agriculteurs. Il y en avait qui allaient très bien, mais là, d'un seul coup, c'était la catastrophe. Après, vous avez aussi ce qu'on s'est rendu compte, c'était le conjoint ou la conjointe. En cas de drame, c'était assez compliqué, surtout que si la personne, elle perd des pieds, il fallait que le conjoint, il ait de plus en plus de travail. Donc après, ça peut être deux personnes qui sont en difficulté. Et je dirais que là où il faut qu'on travaille encore, c'est les enfants. Les enfants, on s'est vraiment rendu compte. On a eu plusieurs associations qui sont revenues vers nous pour nous dire ça, qu'ils avaient l'impression qu'on avait un peu oublié les enfants, et je pense qu'ils avaient raison. Ça rejoint ce que disait le professeur tout à l'heure par rapport à la situation suite à l'après-Covid. Donc là, il va falloir qu'on y remédie dans le prolongement et l'évolution de la feuille de route. Et on est en train de le faire, on est en train de le mettre noir sur blanc. Et donc, effectivement, ça fait partie des sujets. Penser à la famille avec un grand F. Un travail continu dès qu'on tire un fil finalement. Exactement. Monsieur le député, quels sont vos objectifs sur cette question du mal-être agricole? Est-ce qu'on va vers une loi, pas une loi? Comment on pourrait... Vous faites non. Attention à l'inflation législative. Et moi, en tout cas, je ne suis pas le type de député qui, vous savez, cherche son nom sur une PPL. Moi, ça, je m'en contrefous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'intérêt général, d'abord, et l'implication que je peux mettre dans ces questions. Un regret, quand même, que la loi d'orientation agricole ne l'évoque même pas. Alors que, monsieur le professeur, comme vous le dites,
la question de la santé mentale doit être une sorte de fil rouge sanitaire sur toutes les thématiques. Et, bon, un regret. Le colloque, il a ouvert des portes, on le dit, prévenir, détecter, orienter, accompagner. Bien sûr qu'il y a des trous dans la raquette. Il y a aussi évidemment une question liée au paragonnage qu'on peut faire avec des pays qui ont également beaucoup avancé sur le sujet. Je pense au Canada qui fait des actions très particulières avec l'expérience ACFA au cœur des familles agricoles, qui est une expérimentation qu'on a évoquée lors du colloque et qui est une sorte d'aller vers permanent vers les agricultrices et les agriculteurs, qui permet de vivre au cœur des familles et qui permet de repérer forcément beaucoup plus tôt les problématiques et les questions quand elles arrivent. Et puis je crois que globalement, on doit à l'agriculture et à ces professions agricoles d'engager un grand débat démocratique sur l'ensemble de ces questions, mais un grand débat démocratique qui soit apaisé, qui fédère. On est dans une époque d'hystérisation du débat public, avec des injonctions paradoxales, et on a besoin de remettre à la fois du sens, de la science. Je parle beaucoup de cette alliance entre les universitaires, les scientifiques sur ces questions, et je pense que l'ouverture d'un grand débat démocratique sur ces questions, oui, agriculture et société, agriculture et monde civil, l'action civile, comment on fait ensemble corps, me semble très important et très pertinent. Et on a par ailleurs, je pense, comme Olivier Damazin l'a dit, tous les outils à notre disposition pour faire encore mieux et toujours mieux. Professeur. Je voudrais juste rebondir sur ce que vient de dire monsieur le député. Et je me réjouis qu'il ne veut pas mettre un nom sur une loi, parce que sinon, il aura peut-être fini son mandat, que la loi ne sera pas votée. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Donc moi, j'avais eu cette problématique en 2020. J'avais dit à Julien de Normandie et au Premier ministre Jean Castex, non, moi, je ne veux pas qu'il y ait une loi, je veux qu'on aille vite, vite, vite. Et ça a mis 1 an. Et oui. Et alors imaginez, quand on dit que ça va vite, on met 1 an. L'agriculteur, il s'en est passé des choses. Hein. Imaginez depuis 1 an ce qui s'est passé dans l'agriculture. Donc ça, c'est le premier point. Donc je m'en réjouis, monsieur le député, vous avez bien raison. Après, la LOH, je ne serais pas aussi raide que vous, parce qu'en fin de compte, effectivement, il n'y a peut-être pas une ligne, mais tout concerne le mal-être. Tout est dans le mal-être, dans la loi, en fin de compte. Et il y a du mal-être partout. Si on regarde, comme vous avez dit tout à l'heure, hein, on tire une ficelle, ça sort de tous les côtés. Donc je pense qu'en fin de compte, il y est dedans, sans être cité dedans et autres. Après, par contre... là où je vous rejoins totalement, c'est les agriculteurs et les consommateurs. Et il faut qu'on arrive à faire des consommateurs. Et là, si on y arrive, c'est le challenge de demain. Il faut que les consommateurs qui sont là, hein, qui sont au salon et autres, se rendent compte que s'il n'y a pas les agriculteurs, on n'a pas à manger. Alors c'est un peu la mode de dire maintenant, mais il y a quelques temps, je me souviens, dans l'hémicycle, il y en avait qui prenaient plaisir à voter des lois, peu importe ce qui va se passer derrière. On privilégie le bien-être animal au bien-être de l'agriculteur. C'est une réalité aussi. Je suis pour le bien-être animal. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais en priorité, je suis quand même pour le bien-être des agriculteurs. Voilà. Professeur Franck Bellivier, quels sont les enjeux, les conditions de réussite de cette année consacrée à la santé mentale, selon vous? Il faut choisir. D'abord, si on veut changer les représentations, si on veut modifier le regard sur les troubles psychiques, faciliter la prise de parole, il faut donner la parole aux personnes concernées. Le témoignage et la possibilité d'un rétablissement, la possibilité d'agir sur sa santé mentale, c'est quand même les personnes concernées qui en parlent le mieux. Donc ça, c'est un enjeu très important. On a en France une politique de réforme dans le champ de la santé mentale et de la psychiatrie qui est engagée depuis 2018 avec une feuille de route ambitieuse, un engagement politique et financier tout à fait inédit. Et cette année de la grande cause, elle doit être nourrie par les jalons qui ont déjà été atteints par cette feuille de route. Et inversement, la grande cause doit contribuer à amplifier et à accélérer ce rythme de réforme qui est contenu dans la feuille de route, laquelle feuille de route s'est considérablement enrichie. Et puis je vais redire quelque chose qui a été dit. L'année de la grande cause nationale 2025, c'est pas la fin de l'histoire, c'est le début de l'histoire. Et il faut qu'on programme en 2025 les années à venir avec, là encore, des projets ambitieux parce qu'il reste un peu de chemin à parcourir. Il nous reste quelques minutes pour faire un dernier tour de table sur ce qui vous reste encore sur le cœur à dire sur un sujet qui est malheureusement inépuisable. Isabelle Ouedraogo, pour conclure ce tour de table. Alors moi, je voulais dire que les caisses de MSA ont des tas d'outils pour accompagner les populations agricoles. On a aussi beaucoup de données et on est capable, par exemple, de faire des instances santé jeunes
de permettre à des jeunes d'avoir des entretiens avec un psychologue, avec d'autres spécialistes. Donc, madame, tout à l'heure, quand vous disiez qu'il faut pouvoir libérer la parole et pouvoir en parler, effectivement, il faut faut que le régime agricole puisse continuer d'accompagner les populations et évidemment contribuer à cette année 2025, 2026 et les autres. Moi, je dirais 2025, 2030, c'est 5 ans de convention d'objectifs et de gestion qu'on passe avec l'État. Donc voilà, ça pourrait être intéressant de permettre à la MSA d'accentuer son accompagnement vis-à-vis des populations agricoles. Olivier Damézin. Pour conclure, donc on ne peut jamais conclure d'ailleurs. Ben non. Ce que je pourrais dire, puisque je suis invité par la MSA et qu'on a une table ronde MSA, c'est les remercier pour tout le travail qu'ils font pour les non-salariés et les salariés agricoles. C'est un petit message que je fais passer à ma collègue, c'est un petit jeu entre nous, parce que il ne faut pas n'oublions pas les salariés agricoles et n'oublions pas les salariés agricoles saisonniers. Bien sûr. Parce qu'on a vu des drames l'été 2023. Donc il faut quand même qu'on n'oublie pas ça. Donc moi je suis très optimiste pour la suite, parce que la grande cause nationale va nous aider. On a été cité souvent en référence au travail que l'on fait. C'est pas le travail d'Olivier Damézin, c'est le travail que l'on fait tout le monde. Les associations, la MSA, les services de l'État, la santé, vraiment tout le monde. Donc ça on peut que s'en féliciter. Malheureusement un suicide, c'est un suicide de trop. Donc il faut vraiment qu'on arrive vraiment à enrayer tout ça. Moi, je crois qu'on est sur la bonne piste, mais il faut qu'on travaille tous en commun et j'espère qu'il y a certains détracteurs, certaines mouvances de personnes qui surfent sur le mal-être des agriculteurs et j'espère qu'ils vont arrêter et qu'ils vont se mettre autour de la table pour travailler dans le bon sens. Ça serait un peu mon souhait, ça. Monsieur le député. Oui, quelques mots en matière de politique publique. Ce qui compte, c'est finalement la constance qu'on met à poursuivre les choses, c'est la volonté politique et c'est également la capacité financière à dégager des budgets, des enveloppes, justement, à accompagner ces politiques publiques. Donc gageons que cette vision soit respectée. En tout cas, moi qui suis un élu urbain, je le dis pas en le revendiquant, c'est un fait. Je suis très fier et très heureux de m'être engagé dans cette question de la santé mentale des agricultrices et agriculteurs. Et je dis à dessein agricultrices et agriculteurs. Et soyez certains que je vais continuer à porter ce débat et cette question. Eh bien, le message est entendu. Angèle Malâtre, Lansac. Oui, peut-être deux choses. Déjà dire que la santé mentale qui occupe cette place au Salon de l'Agriculture, c'est formidable. Enfin, c'est quelque chose d'assez fort pour être souligné. Et puis peut-être deux souhaits. Le premier souhait, ça a été dit, c'est cette dimension long terme. Il faut penser long terme. La grande cause nationale, c'est juste une première marche. Et il faut vraiment avoir une vision sur plusieurs années parce que sinon, on ne changera rien. Et on sait que malheureusement, rien ne change en 6 mois et même en 1 an. Et puis le deuxième point, c'est que la santé mentale, c'est l'affaire de toutes et tous. Les écoles, les collectivités, les lieux de travail. Et donc, en fait, c'est vraiment sur le terrain que ça va se passer. Et comment est-ce qu'on mobilise tout le monde? C'est ça vraiment l'enjeu de cette année. Professeur Franck Bellivier. Bon, je vais faire une conclusion courte sur un sujet étroit mais important qui est celui de la fabrique des politiques publiques. Et en la matière, je trouve qu'il y a beaucoup d'inspiration qui nous vient de la feuille de route de lutte contre le mal-être agricole. Je trouve qu'elle est exemplaire à de nombreux titres. D'abord, la cinétique avec laquelle les choses se sont installées, ont rencontré les besoins des agriculteurs et des ouvriers agricoles. Donc on sent que dans cette cinétique, ça répondait à des besoins. Je trouve que c'est un bel exemple de coopération entre 2 ministères. Et il y a eu une vraie fertilisation croisée dans cette démarche et je trouve que ça augure aussi de bonnes choses pour la suite de la prochaine génération de feuilles de route côté agricole comme côté santé. Et voilà, pour les coopérations avec les autres ministères, je pense que moi je cite souvent la coopération avec le ministère de l'Agriculture parce que je trouve que ce qui a été fait en un temps record est tout à fait abouti. Voilà, donc il reste du travail, mais si on regarde dans le rétroviseur le chemin parcouru, on se dit quand même que les choses bougent, avancent dans le sens de l'innovation. Et pour les années qui viennent, je pense que l'enjeu, plus généralement, il est celui que vous avez signalé tout à l'heure, c'est-à-dire identifions
les modèles probants, les innovations qui marchent bien, qui répondent à des vrais besoins et œuvrons à les généraliser. Et merci aussi pour l'invitation, je trouve que c'est très important qu'on soit là aujourd'hui. Alors c'est nous qui vous remercions toutes et tous d'être venus et d'avoir vraiment enrichi ces échanges, c'est un plaisir. J'en profite pour rappeler le numéro d'AgriÉcoute. AgriÉcoute, c'est le 09 69 39 29 19. Il y a même un site internet agriécoute.fr. Je ne me suis pas trompée, c'est tout juste. Bon, parfait. Parfait. Un grand merci. Prochain rendez-vous, c'est tout de suite à 17h avec la MSA qui répond à vos questions. Une émission en partenariat avec Merci pour l'info. À plus tard.